Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La Tribune. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Valérie Richer, qui est directrice générale de la Société d'Alzheimer Centre du Québec. Bonjour Valérie. Bonjour Francis. Ça va bien? Oui, merci. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que la Société d'Alzheimer Centre du Québec? Oui. En fait, Société Alzheimer Centre du Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1995, dont l'objectif premier est d'offrir du support, du soutien, de l'accompagnement, autant aux personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer qu'à leurs familles, leurs proches. Cette année, on fêtera notre 30e anniversaire, donc suivez nos réseaux, il y aura assurément des événements, des informations à ce sujet-là. Et nous sommes le seul organisme au centre du Québec à offrir vraiment des services pour le cycle complet de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs. Nous faisons partie également de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer du Québec. Au Québec, on est 20 sociétés régionales à couvrir des territoires différents et à offrir pas exactement les mêmes services, mais on a les mêmes missions, là. Donc, les personnes qui vivent avec la maladie et les proches aidants sont au cœur des services. Quand vous dites de A à Z, c'est vraiment au début pour les symptômes, le diagnostic, jusqu'à la fin, l'accompagnement. Exactement. Tu sais, que ce soit des gens qui se questionnent sur leur santé cognitive, qui craignent d'avoir peut-être un trouble neurocognitif, qui se questionnent sur comment aborder le sujet avec le médecin. On a des conseillers aux proches aidants qui aident les familles et les personnes à se préparer, par exemple, à une rencontre avec le médecin pour savoir justement comment poser les bonnes questions, c'est quoi les signes qui m'inquiètent, comment préparer la rencontre. Ça touche combien de personnes environ à nos centres du Québec, la maladie d'Alzheimer? Au Centre du Québec, actuellement, on parle d'environ 6 000 personnes qui vivent avec un diagnostic de trouble neurocognitif. Donc ça, c'est sans compter les gens qui ne sont pas diagnostiqués assez rapidement. On calcule environ de 1 à 3 personnes dans l'environnement de la personne qui a le diagnostic. Donc, au Centre du Québec, on peut estimer environ 24 000 personnes touchées de près ou de loin par un trouble neurocognitif. Où c'est quand même une situation qui est inquiétante, c'est que d'ici 2040, ce qui n'est pas si loin que ça quand même, là, c'est dans moins de 20 ans, on prévoit que ce sera environ 10 500 centricois qui vivront avec un diagnostic. Donc, si on refait le même calcul de 1 à 3 personnes proches aidantes, là, on est près de rejoindre 30 000 personnes au centre du Québec, là, ce qui est beaucoup. Puis cette augmentation-là est due à la démographie? Vieillissement de la population, démographie. Il y a de plus en plus de connaissances aussi qui permettent aux professionnels d'établir un diagnostic. Parfait. Et c'est quoi les principaux défis que les familles peuvent vivre au quotidien avec une personne qui souffre d'Alzheimer? Il y en a quand même plusieurs. Il y en a initialement avant même l'arrivée du diagnostic où on se questionne sur ce qui se passe. Souvent, les gens qui se retrouvent dans une situation où ils se questionnent sur leur santé cognitive, ça vient malheureusement encore avec beaucoup de honte. On n'osera pas dire, comment ça que j'oublie? On va se retrouver dans un souper en famille ou entre amis. On va réaliser que ça fait 2-3 fois qu'on raconte la même histoire. Malheureusement, le réflexe, c'est souvent de s'isoler. Donc, ce qu'on essaie de promouvoir, entre autres, là, avec nos conférences, nos ateliers, tout ça, c'est de ne pas tarder à aller consulter, à questionner si on a des enjeux. Mais également, on peut aussi avoir des actions pour maintenir notre santé cognitive, là. Faire des exercices de mémoire, apprendre des nouvelles choses, se mettre en défi un peu là, au niveau du cognitif. Là, ça peut être d'apprendre une nouvelle langue, un instrument de musique, sortir de notre zone de confort aussi. Tout ça, ça n'empêchera pas d'avoir un trouble neurocognitif si éventuellement on est prédisposé à ça, mais ça peut par contre retarder l'apparition des symptômes. Donc, on parle de garder un petit peu le cerveau actif. C'est une bonne façon de prévenir l'Alzheimer. Y a-t-il d'autres façons qu'on peut réduire les risques de l'Alzheimer? Oui, il y a certaines actions qu'on peut poser sur notre santé physique, notamment, puis c'est pas seulement pour les troubles neurocognitifs, l'activité physique demeure un des facteurs de protection qui peut permettre de retarder l'apparition de symptômes. On parle à peu près de 30 minutes d'activité physique. Okay. Dans un monde idéal, ça peut être une marche. Si on n'est pas capable de faire 30 minutes, ce qu'on fait quand même une différence. J'ai parlé aussi de rester actif, de sortir de notre zone de confort. L'aspect social, rester socialement actif, ne pas s'isoler, ça fait partie des facteurs de protection. Et au niveau de la santé physique, il y a quand même des éléments auxquels c'est important de porter attention, que ce soit l'obésité,
l'hypertension, le cholestérol, nos habitudes de sommeil. Tout ça, vous pouvez entre autres les retrouver sur notre site Internet. Il y a également une série de conférences grand public que la Société Alzheimer Centre du Québec offre, dont Prévenir la maladie d'Alzheimer, là, qui peut être très intéressante, que ce soit pour des organismes communautaires, des intervenants, des entreprises. Il y a certaines entreprises qui souhaitent sensibiliser leurs employés, leur personnel à l'importance de maintenir une santé cognitive saine. Donc, toutes ces informations-là se retrouvent sur notre site Internet aussi. Et est-ce que si on veut vous référer une personne qui a la maladie, on peut utiliser le site web également ou comment ça fonctionne? Sur le site web, nos coordonnées sont indiquées. Nous avons dans les faits trois pieds à terre. Le siège social se trouve à Drummondville, dans le quartier Saint-Charles. C'est la résidence, la maison Myosotis. Il y a un point de service au centre-ville de Drummondville et un également au centre-ville de Victoriaville. Mais nous couvrons l'ensemble du centre du Québec. Donc oui, les gens peuvent retrouver nos coordonnées sur le site Internet. Pour ce qui est de la référence des personnes proches aidantes, par exemple par un professionnel, que ce soit une infirmière, un médecin, un travailleur social, il y a un programme, un site Internet là, qui est référenceaidancequebec.ca. Ce site-là permet à tout professionnel de référer une personne proche aidante et de dresser un bref portrait. Donc, ça évite aussi à la personne de répéter les mêmes informations. Et cette plateforme-là permet de détecter, pas de détecter, mais d'identifier la Société Alzheimer régionale en lien avec le code postal. Et la personne proche aidante est rapidement contactée pour qu'on puisse lui proposer des services. Super. Puis les formations que vous offrez, pouvez-vous en parler un petit peu plus longuement? Oui, il y a les formations. Un premier type de formation qui est vraiment destiné aux personnes proches aidantes. Donc, c'est 3 séries de 5 ateliers qui permettent de vraiment mieux comprendre la maladie, de savoir aussi quelques stratégies d'intervention parce que des troubles neurocognitifs, dépendamment de la section du cerveau qui est affectée, les manifestations vont être très différentes d'une personne à l'autre. Ça peut être déroutant aussi pour une personne proche aidante de voir son conjoint, son parent adopter des comportements complètement à l'opposé de sa personnalité habituelle. Donc, des fois, ils sont déstabilisés dans leur façon d'intervenir, leur façon d'interagir avec leurs proches. Cette formation-là va permettre notamment ça, va aussi permettre quand même un certain réseautage parce qu'ils vont se retrouver avec d'autres personnes. Elle est offerte en mode virtuel et en mode présentiel. Pour une première, cette année, on offre le mode présentiel dans les territoires Bécancour-Nicolet. Donc ça, c'est super intéressant aussi là, pour rejoindre l'ensemble du territoire du centre du Québec. Il y a également un volet de formation pour les professionnels, donc que ce soit préposés aux bénéficiaires dans les résidences, que ce soit des professionnels qui ont à intervenir avec des personnes proches aidantes ou des personnes qui vivent avec la maladie dans des organismes communautaires, dans le réseau public. Cette formation-là se décline pour l'instant en 2 volets. On a un volet de 16 heures qui est un petit peu plus poussé et on a un volet de 7 heures qui va être peut-être plus adapté pour les résidences, entre autres. Là, c'est pas toujours facile là, de dégager le personnel là, pour la formation. Donc, on y a été avec un volet de 7 heures plus axé sur le terrain. Cette formation-là est reconnue par le CPMT, qui est le Comité paritaire du marché du travail, si je ne me trompe pas dans la définition. Et l'objectif de cette formation-là, au Centre du Québec, on est quand même privilégié parce qu'on a eu le soutien financier du CIUS Mauricie Centre du Québec pour permettre d'offrir cette formation-là gratuitement. Et ça a vraiment un impact important sur la façon dont on intervient auprès des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs. C'est combien de temps à peu près entre, je ne sais pas, pour la personne aidante, du début jusqu'à la fin, combien de temps ça peut prendre avant? C'est très difficile à déterminer parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont venir influencer ça. À quel moment le diagnostic a été posé? Okay. Parfois, le diagnostic arrive très tard dans le parcours. Ça dépend aussi des actions qui sont posées pour le maintien de la santé cognitive. Ça dépend du réseau qui soutient la personne qui vit avec la maladie. Plus il y a de stimulation, plus la personne va être capable de maintenir ses capacités. Donc, c'est vraiment très difficile pour moi d'établir, mais ce que je peux nommer, c'est qu'on a des gens qui sont très, très longtemps dans nos services. On peut parler de 5, 6, 7 ans. Juste à la résidence, j'ai des gens qui ont vécu à la résidence 4, 5, 6 ans avant d'être relocalisés dans, par exemple, un CHSLD ou d'autres types de ressources parce qu'au moment où ils étaient rendus, là, notre ressource ne répondait plus à leurs besoins. Là. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il est possible de ralentir la progression, peut-être? Effectivement. OK, super. Effectivement. Parlez-moi un petit peu plus des activités que vous offrez. Oui.
Donc, on a vraiment des services, comme je le disais d'entrée de jeu, du début jusqu'à la fin du cycle de la maladie, que ce soit avec des rencontres psychosociales avec notre équipe de services conseil. Donc, ces rencontres-là peuvent être préparer une rencontre médicale, peuvent être de mieux comprendre la maladie. Ça peut être des rencontres familiales. On offre des groupes de soutien. Il y a 3 sortes de groupes de soutien. Il y en a pour des gens qui viennent de recevoir un diagnostic. Donc, ces groupes-là leur permettent de mieux comprendre qu'est-ce qui s'en vient, d'échanger avec des gens qui vivent la même situation qu'eux. Donc, on parle plus d'un stade léger au niveau de la maladie. On a également des groupes de soutien pour les personnes proches aidantes. Donc, ça leur permet d'avoir un réseau, d'échanger entre eux, de briser l'isolement. Et on a des groupes de soutien pour les deux. Donc, à la fois, la personne qui vit avec la maladie et son proche sont divisés ensuite avec leurs pairs et il y a des activités qui ont lieu dans ça. On a la formation au niveau des personnes proches aidantes dont j'ai parlé. On a également tout un volet répit-stimulation. Ce qui est super important dans ce volet-là, c'est qu'il y a un double objectif. La stimulation, comme je l'ai dit, permet de maintenir les capacités plus longtemps pour la personne qui vit avec la maladie et par le fait même, on offre du répit aux proches aidants. Donc, il y a 2 déclinaisons du répit-stimulation pour notre organisme. Il y en a un qui se fait à domicile. Donc, c'est vraiment, on a une quarantaine d'accompagnateurs qui travaillent à temps partiel et qui vont à domicile pour offrir de la stimulation. Généralement, ce sont des blocs de 3 ou 4 heures. On alterne de la stimulation cognitive, physique. On y va selon le champ d'intérêt des personnes. Donc, ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être de faire des casse-têtes, ça peut être de regarder des albums photos, de susciter une discussion aussi, des fois avec des chansons qu'on sait que les personnes aiment, donc de remémorer certains souvenirs ou de développer avec des chansons. On travaille des fois avec le sensoriel aussi, par exemple avec des textiles avec différentes textures, des couleurs, des odeurs. Donc, on va y aller à cet effet-là aussi. Et lorsque l'accompagnateur est là, bien, la personne proche aidante peut bénéficier d'un répit. Ils ne sont pas obligés de quitter leur domicile. Il y en a qui disent « je suis fatigué, j'ai besoin de dormir ». Il y en a d'autres qui vont en profiter pour avoir des loisirs, des rendez-vous, juste aller faire l'épicerie. L'autre volet du répit-stimulation, c'est vraiment en groupe. Donc, on a une équipe d'animatrices qui se promènent dans 4 MRC du centre du Québec. Donc, il y a des groupes à Drummondville, à Plessisville, à Victoriaville et à Saint-Angèle dans le secteur de Bécancour. Okay. Les groupes sont généralement de 7 à 9 personnes. Et les participants sont là de 9h30 à 14h, participent à différentes activités de stimulation, un petit peu comme le même principe que le domicile, mais là, c'est en groupe. Fait qu'on est capable des fois, par exemple, de faire un jeu de poche, de faire un jeu de bingo. Il peut y avoir des fois des activités. Il y a le jeu de la balloune qui est très populaire. Donc, les gens sont assis, puis avec une nouille spaghetti de piscine, bien, vont lancer une balloune. Donc, on essaie de les garder à la fois actifs physiquement, cognitivement, et par le fait même aussi, ça travaille leur socialisation puisqu'ils se retrouvent en groupe. Ils dînent sur place ensemble et ça donne encore là un répit pour la personne proche aidante. Vous parlez de 40 employés environ, mais est-ce que... Ça, c'est que pour le service de répit-stimulation. Pour le répit. Et est-ce que vous avez aussi des banques de bénévoles si les gens voudraient vous aider dans votre Pour la mission? répit-stimulation mobile, dont je parlais tout à l'heure, on a 4 bénévoles donc, qui sont plus au niveau de la musique, qui vont venir chanter des chansons et tout ça. Fait que oui, ça, c'est super précieux. Pour l'hébergement, qui est un autre de nos services, c'est la maison Myosotis qui est située dans le quartier Saint-Charles. On a également des bénévoles, entre autres un curé qui vient donner une messe mensuelle. On a également des gens qui viennent au niveau de la musique et on a des gens qui viennent tout simplement passer du temps avec les résidents aussi. Ne serait-ce que des fois faire un casse-tête, simplement discuter, assurer une présence. Donc oui, c'est sûr que les bénévoles sont toujours les bienvenus. Et qu'en est-il pour l'aide à mourir? L'aide médicale à mourir, c'est, dans le fond, il y a eu, si vous avez suivi un petit peu les nouvelles, il y a eu un projet de loi qui a été adopté le 7 juin 2023 et c'est en août dernier que le gouvernement a autorisé les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Toutefois, cette disposition n'est pas encore en vigueur, donc on ne sait pas comment ce sera déployé, orchestré, mais le souhait du gouvernement est de permettre à des personnes atteintes d'une maladie grave de pouvoir faire des demandes anticipées. Vous avez beaucoup de services à offrir. Puis, est-ce que c'est offert dans la région de l'Érable aussi? Oui, tout à fait. D'entrée de jeu, notre organisme couvre vraiment le centre du Québec et on essaie d'être le plus proactif dans chacune des MRC. Au niveau de l'Érable, je parlais du répit stimulation mobile tout à l'heure. Donc, on a vraiment un groupe qui a lieu, par exemple, à Plessisville,
On a des offres de conférences, des fois qui sont en association avec les clubs FADOC. Donc, tous les services, le répit à domicile, on a des accompagnateurs qui couvrent Arthabasca et RAB également. On essaie le plus possible d'être proactif dans chacune des régions. Là. Il y a aussi une offre virtuelle qui, parfois, pour les gens qui sont dans des régions plus, des villages plus éloignés, environnants, des fois, ça peut être adapté aussi. On invite donc les gens à regarder sur le site web toutes les activités. Et puis, de quelle façon qu'on peut vous soutenir dans votre mission? Bien, vous avez parlé tout à l'heure au niveau des bénévoles. C'est sûr que ça, c'est quand même une façon concrète de pouvoir nous soutenir. Il y a également la possibilité de devenir membre de notre organisation. Donc, comme on est un organisme à but non lucratif, pour nous, les membres ont vraiment une connotation importante parce qu'ils viennent en appui à notre mission. Donc, ils viennent témoigner du fait qu'ils trouvent que c'est essentiel d'offrir des services au Centre du Québec, autant aux personnes qui vivent avec la maladie qu'à leurs proches aidants. Également, le fait de devenir membre, ça permet un droit de vote. Donc, les gens peuvent se présenter à l'Assemblée générale annuelle pour justement voter les grandes orientations de notre organisation. Et ça peut également permettre aux gens qui souhaiteraient s'investir dans un côté peut-être plus gouvernance, d'appliquer, par exemple, pour un poste au sein du conseil d'administration. Évidemment, il y a tout le volet de dons. On est un organisme à but non lucratif. Il y a 3 types de dons principaux. Des dons in memoriam, donc en la mémoire d'un défunt. On a beaucoup de salons funéraires également là, qui ont accès à nos dépliants, nos formulaires de dons. On a les dons généraux, donc une personne qui veut tout simplement faire un don pour l'ensemble de nos services. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a une section dons à l'honneur. On a des gens parfois là, qui utilisent nos services et qui sont très reconnaissants, qui veulent nous faire des cadeaux. Et on leur dit, faites un don à l'honneur. Donc, si vous avez eu la chance, je ne sais pas moi, d'avoir un accompagnateur à domicile que vous avez particulièrement apprécié, qui a fait une différence significative pour vous, mais c'est possible de faire un don en son honneur. Il y a quand même un mémo qui est rédigé pour cette personne-là. Elle le reçoit. Et le montant va à l'organisation. Donc, des fois, c'est une belle façon aussi de mettre de l'avant une personne qui a fait une différence dans le parcours. Oui, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est une belle initiative. Tout se retrouve, se retrouve aussi sur le site Internet, là, donc c'est facile de faire les dons en ligne également. Super. Et au niveau du financement, justement, je crois qu'il y a une activité que vous faites au mois de mai là, qui est... Oui, à chaque année, là, ce sera en 2025, la 19e édition. Donc, c'est la marche IG Gestion de patrimoine pour l'Alzheimer. Elle a lieu partout au Québec. C'est le dernier dimanche du mois de mai. C'est une activité de financement quand même importante. Pour la 2e année, on a réussi à battre des records et cette année, c'est autour de 40 000 $ qu'on a réussi à aller chercher. Cette marche-là a lieu à Drummondville, mais a un impact pour l'ensemble du centre du Québec parce que les sommes amassées sont injectées dans l'ensemble de nos services. Donc, c'est tous les participants là, qui peuvent bénéficier là, des sommes amassées par la marche. C'est encore une autre belle façon de vous encourager. Effectivement. Super. Je te laisserai le mot de la fin, Valérie, si tu veux rejoindre les gens à la maison. Oui, certainement. Oui. En fait, ce que j'aurais à vous dire, c'est que peu importe où vous résidez au centre du Québec, peu importe où vous vous situez dans le parcours de la maladie, que vous soyez en questionnement, que vous ayez reçu un diagnostic, que vous soyez une personne proche aidante, tardez pas à nous contacter pour avoir du soutien. Ne serait-ce que des fois juste pour quelques questions de validation. Donc, tardez pas. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Instagram, LinkedIn et le site Internet est assez complet également. Et merci beaucoup, Valérie. Merci.